Eh bien, bonjour, donc bienvenue à tous pour ce débat, donc intitulé ce matin Dette publique, comment éviter un retour à l'austérité. Alors pourquoi on a choisi de parler de ce sujet ce matin qui nous paraît particulièrement intéressant. C'est que donc évidemment le quoi qu'il en coûte qui est assumé par le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire, il aura une fin. Et qu'en attendant, la dette publique a été gonflée par toutes les mesures qui ont été prises à la fois sur le plan sanitaire et économique suite à la pandémie. Donc on a une dette publique qui a progressé, qui atteint presque 120% du PIB. Alors avec un indicateur, on reviendra dessus, qui est imparfait, hein, donc il faut faire attention, il ne capture pas tout à fait la réalité du poids de notre endettement, etc. Mais le fait est en tout cas qu'on a une dette qui a progressé. Donc ça a suscité pas mal de réactions, à la fois de la part de certains économistes qui considèrent eh bien, qu'en fait, tant que les taux d'intérêt sont bas, ben, en fait, on peut s'endetter autant qu'on veut et c'est pas forcément un problème. Et il y aurait qu'à voir, par exemple, ce qu'arrive à faire Joe Biden aux États-Unis, etc. Et de l'autre, on a quand même tout un tas d'appels déjà de la part soit de membres du gouvernement, soit du gouverneur de la Banque de France et des différents autres économistes qui véhiculent à l'inverse une vision de la dette publique qui serait un fardeau pour les générations futures et voilà, donc des appels assez forts pour au contraire diminuer le poids de cet endettement. Donc on a du mal à se situer souvent dans ce débat. Et donc, voilà, on voit que la dette commence à être instrumentalisée pour éventuellement mettre en place des politiques d'austérité. Donc, ça, voilà, on peut discuter ensemble ce matin de savoir eh bien, comment on évite ça, comment est-ce qu'on peut se libérer de l'emprise de notre dette si on considère qu'elle est trop importante, comment on peut en faire cet endettement plutôt un atout, on le considère toujours comme une faiblesse et un poids. En vérité, on va voir que ça peut être aussi finalement une force, mais à certaines conditions. Donc voilà, il y a matière à discuter. Donc on a avec nous quatre intervenants qui vont nous aider à réfléchir et qui répondront à toutes vos questions sur ce sujet. Donc Aurore Laluc directement à ma droite. Donc tu es députée européenne depuis 2019, membre de Place Publique. Manon Aubry qui est avec nous également, députée européenne aussi depuis 2019 et membre de la France Insoumise. Euh, Raoul Sampognaro ensuite, économiste donc à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et David Kayla, donc professeur, enfin maître de conférence en économie à l'université d'Angers et membre des économistes atterrés. Donc voilà pour le cadre de la discussion qui va nous occuper pour l'heure et demie à suivre. Donc on va commencer par vous laisser la parole. On prendra peut-être 4-5 questions et on refera des allers-retours avec les intervenants qui répondront à toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est toujours difficile pour le premier de se lancer, mais voilà, on prendra toutes les questions. Euh, donc voilà, la parole est à vous. Bonjour, je suis Emmanuel Salomon, j'ai 40 ans. La dette publique, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans le système monétaire actuel. Pour moi, la création monétaire est directement liée à la dette, parce qu'en fait, c'est en empruntant qu'on crée par le crédit, on dit que les crédits font les dépôts. Et donc, en fait, la dette est pour moi structurelle et elle est même intégrée dans la création monétaire. Donc, je pense que si on veut sortir d'une dette perpétuelle dans laquelle on vit, il faudrait peut-être repenser directement la création monétaire telle qu'elle est aujourd'hui, faite par la BCE et les banques privées. Voilà, voilà, pour dire. La dette, pour moi, elle est structurelle, en fait, elle fait partie intégrante du système parce qu'elle est dans la création monétaire elle-même. Merci beaucoup pour la question. On va y répondre. On va en prendre d'autres, peut-être deux, trois autres pour ensuite faire une session de réponse collective. Ouais. Oui, bonjour, merci pour être venu et aborder ce sujet-là. Moi, j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la création monétaire ne soit plus dépendante finalement d'institutions qui soient totalement décorrélées de l'État et que la création monétaire redevienne de nouveau
finalement dépendante de l'État, que ce soit l'État qui décide si oui ou non on crée de l'argent, et plus des banques privées indépendantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Sinon, on se lancera sur cet aspect de création monétaire. Ouais. Bonjour. Moi, je suis assez étonné que dans un ménage particulier, quand il y a des dettes, on demande au ménage justement de... Allô? C'est bon? On demande toujours au ménage justement de rembourser ses dettes. Aujourd'hui, en France notamment, il n'y a jamais eu autant de milliardaires. De plus en plus de gens qui accumulent des richesses, et pour autant, on ne leur demande pas de faire des efforts. Quels sont les outils aujourd'hui qui sont à notre disposition pour les mettre à contribution? Parce que quand on voit justement des actions comme Attaque qui viennent contre la Samaritaine et qui aujourd'hui se font démonter par même les éditorialistes de tous bords, je trouve ça hallucinant. En fait, le rapport de force, les images d'Épinal, elles sont de retour, quoi, en fait, d'une société de caste. Merci beaucoup. Et on va prendre peut-être une dernière question. Bonjour, bon bah première femme. Non, moi je voulais savoir s'il n'y avait pas sur la dette des États en règle générale une forme de spéculation qui intéresse des intérêts privés et qui fait que cette dette justement est très profitable à certains et que certains ne veulent pas la voir baisser. Donc voilà, c'était juste ma question. Merci beaucoup. Donc peut-être pour commencer, on peut regrouper, il y avait deux questions effectivement au début sur les aspects de création monétaire, parce qu'effectivement la dette est très liée à ces aspects de création monétaire, à la manière dont on organise notre système monétaire, etc. Donc comment on la repense et comment on arrive à, enfin, comment on lie tout ça avec l'État. Donc je ne sais pas qui veut se lancer d'abord. Je vous laisse la parole. Peut-être chacun peut prendre la parole quelques minutes rapidement sur ces enjeux de création monétaire. C'est moi qui commence. Ok. Non, mais merci. Bah, c'est des questions. Les questions sur la création monétaire sont des questions extrêmement importantes et ça fait partie du débat public depuis très longtemps. Alors, effectivement, la monnaie aujourd'hui est créée par le crédit bancaire. Alors, je préfère dire le crédit bancaire plutôt que les banques, parce qu'en fait, les banques ne créent pas de la monnaie toutes seules. Elles ont besoin d'un emprunteur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est la relation de crédit, la création de crédit, qui crée la monnaie. S'il n'y a pas d'emprunteur, il n'y a pas de création monétaire. Donc en fait, on est toujours deux pour créer de la monnaie. Un emprunteur qui a donc un besoin de monnaie, et puis la banque qui lui accorde la monnaie. Maintenant, la banque, effectivement, quand elle fait ça dans le cadre d'un système bancaire qui est organisé par une banque centrale, qui est une agence publique, et qui supervise le fonctionnement des banques, et qui notamment impose un certain nombre de règles prudentielles. Deuxièmement, il faut aussi bien comprendre que la monnaie est de la dette, pas simplement parce qu'elle est créée par le crédit bancaire, mais aussi parce que par définition, elle a un pouvoir d'achat. Avoir un pouvoir d'achat signifie que quand je détiens de la monnaie, eh bien, on me doit des choses, on me doit des services, c'est-à-dire que je peux arriver avec mon billet de 20 € et puis aller acheter quelque chose n'importe où. Il a ce qu'on appelle toute monnaie a une valeur universelle à la cour légale. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas refuser la monnaie en guise de paiement. Et donc en réalité, la monnaie est doublement de la dette. Elle est de la dette parce qu'elle est créée par le crédit, et donc elle implique une dette, mais elle est aussi de la dette parce que toute personne qui détient la monnaie détient une créance sur l'ensemble de la société. Et donc, si on devait créer une monnaie sans dette, on créerait une monnaie sans pouvoir d'achat, ce qui, vous l'admettrez, est un peu bizarre. Alors maintenant, il est vrai que l'État s'est dégagé du problème de la création monétaire, essentiellement parce que les banques centrales aujourd'hui sont indépendantes du pouvoir politique, et donc quelque part de l'État. Et ça, c'est une grande question. Moi, je pense que l'idée d'indépendance des banques centrales vis-à-vis du pouvoir politique, c'est une idée qui vient des monétaristes des années 70-80, qui ont réussi à l'imposer dans de nombreux pays, y compris en Europe. Et derrière ça, il y avait l'idée que si on laissait au gouvernement le
le droit de décider des taux d'intérêt et donc d'organiser ce qu'on appelle l'offre de monnaie, mais en réalité, c'est déjà un concept qui est tout à fait polémique. L'offre de monnaie, en réalité, la monnaie, elle est le produit des besoins sociaux. Voilà, donc on a cherché à dépolitiser la politique monétaire, et à mon avis, c'est une erreur. Mais voilà, mais ça ne veut pas dire que toute la monnaie doit émaner de l'État. Parce que si on disait toute la monnaie doit émaner de l'État, ça veut dire que ce serait l'État qui déciderait seul qui a le droit d'emprunter. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose. Je pense que l'État doit superviser, contrôler et mener des politiques monétaires, mais qu'après, les véritables besoins des gens, ils doivent se faire au niveau le plus local possible, c'est-à-dire dans une relation de connaissance mutuelle que peut avoir un banquier vis-à-vis des entreprises ou des ménages qui empruntent. Donc le système d'aujourd'hui, ce n'est pas un système complètement fou, c'est juste un système qui, à mon avis, nécessiterait de mettre davantage de politique dans le processus de création monétaire. Oui, bonjour, merci pour l'invitation déjà. Et bon, en fait, c'était une bonne idée de laisser commencer David parce qu'il a quasiment tout dit ce que je voulais dire. Mais du coup, non, mais très bien. Du coup, ça me permet de compléter, juste pour rebondir sur sa conclusion. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est un peu clé pour parler au-delà de la politique monétaire, c'est qu'il faut remettre au centre du débat, qui a été un peu perdu ces derniers temps, c'est la réglementation des marchés financiers. Parce que là, le cœur dans cette histoire de la création monétaire, le cœur de la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut créer de la monnaie pour que Total fasse des plateformes pétrolières? C'est du coup je pense que le cœur du débat qui doit être remis au centre, c'est celui de la réglementation des marchés financiers, des marchés bancaires, et de recréer une politique du crédit qui remette, on va dire, au centre de la discussion collective, vers quoi on oriente le crédit. Voilà. Donc je pense que reparler de remettre la monnaie au centre, la création monétaire au centre du débat public, pour moi, c'est remettre au centre la réglementation financière au centre du débat. Sur cette place, effectivement, des marchés financiers, etc., on aura l'occasion d'y revenir plus largement ensuite si ça vous intéresse davantage. Manon, je te laisse la parole. Bonjour à... Oh. Ça m'a réveillée moi-même. Bonjour à toutes et à tous, je vais prendre une voix beaucoup plus douce du coup. Moi je voulais dire, pour continuer ce débat, il faut refaire de la politique sur les questions monétaires. Aurore et moi, on est députées européennes. Nous n'avons pas voix au chapitre sur la politique monétaire aujourd'hui de l'Union européenne. C'est le fait de la Banque centrale européenne. Alors on a le droit, une fois par semestre, je crois, d'interroger Christine Lagarde. Bon, en général, on la secoue un peu, mais vu que ce qu'elle dit a une importance énorme sur les marchés financiers, vous doutez bien qu'elle ne répond pas vraiment sur le fond quand on lui demande mais est-ce qu'il y a de l'argent magique, Christine Lagarde, vous êtes capable de faire un programme où vous réinjectez des milliers de milliards d'euros dans l'économie et vous nous dites que vous ne pouvez pas annuler une partie de la dette qui est détenue par la Banque centrale européenne. Donc un des enjeux, c'est en effet faire de la politique monétaire un outil au service de la politique. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais on débat des politiques fiscales, on débat des politiques économiques. Et ce qui est incroyable, c'est que dans l'espace européen, dans la zone euro, on ne peut pas faire de choix politiques sur la politique monétaire. Et résultat, pour reprendre le titre, comment éviter un retour à l'austérité, en fait, on nous fait un chantage à l'austérité. On l'entend déjà. Ces derniers mois, dans le débat public, il y a une dette qu'il va falloir payer. On est revenu à 120% d'endettement. Au passage, passer de 100 à 120%, l'économie, c'est pas craché. Hein. Et c'est pas, si elle se crache, ce n'est pas parce qu'on est passé de 100 à 120% d'endettement. Mais on voit que ce chantage au remboursement de la dette arrive, et d'ailleurs, il a déjà commencé. Vous le savez peut-être pas, mais vous tous ici, vous allez continuer à payer ce qu'on appelle la CRDS, qui est un tout petit impôt, mais quand même, il est de moins d'1%, mais chacun, riche comme pauvre, smicard comme milliardaire, paye le même taux. Et ça, c'est un impôt qui est affecté au remboursement de la dette. Et il a été prolongé jusqu'en 2033, puis jusqu'en 2042, alors qu'il devait se terminer là dans les années qui arrivent. Et c'est une façon déjà de nous faire payer la dette. Puis, je ne reviens pas sur tous les chantages qui vont être utilisés ensuite, notamment par le gouvernement pour faire la réforme des retraites et autres,
parce que justement, il y a ce chantage à l'austérité. Et je vais juste finir sur le point que vous mentionniez à la fin, sur justement, c'est à qui de payer. Alors, moi, je pense, et c'est la position d'équilibre que je sais de tenir, qu'il faut avoir un débat politique sur la politique monétaire et poser la question de la dette qui est détenue par la Banque centrale européenne, qui correspond peu ou prou à 20% de la dette française, donc c'est absolument pas toute la dette, qui est faisable, ça s'est déjà fait dans l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1953 par exemple, on a annulé une partie de la dette qui était détenue, que la dette qu'avait l'Allemagne de l'Est, mais que ce n'est pas le seul outil au service de la politique économique. Et donc dans le qui doit payer, il y a aussi en effet, vous l'avez vu cette semaine, ces 500 plus grandes fortunes qui ont vu leur fortune augmenter de 30% en un an. Bon, si on prend l'équivalent sur un SMIC, c'est 370 € de plus par mois. Alors évidemment, on compare des fortunes qui est une capitalisation boursière avec un revenu mensuel, mais quand même, ça vous donne un ordre de grandeur et un ordre d'idée. Et en effet, ce qui est impressionnant, c'est quand des ONG, des associations comme Attac lancent l'alerte avec de la gauche, ça part à l'eau, et que tout le monde s'indigne, y compris à gauche, je le dis assez tranquillement ici, des responsables politiques qui se disent de gauche, Anne Hidalgo pour ne pas la nommer, disent très clairement que c'est une action qui est scandaleuse. J'ai envie de dire, si vous étiez scandalisé autant par l'augmentation de ces fortunes et l'utilisation des paradis fiscaux par Bernard Arnault et LVMH, alors pourquoi pas, on pourrait en discuter. Mais là, si à la question de comment éviter le retour à l'austérité, il y a aussi un élément essentiel qui est la politique fiscale. Et en la matière, le gouvernement d'Emmanuel Macron a multiplié les cadeaux fiscaux, alors que là aussi, si on fait un petit peu d'histoire, il a déjà eu des taxes exceptionnelles au moment de grandes crises. Ça a été le cas pendant la Première Guerre mondiale en France, qui a instauré une taxe exceptionnelle sur les profits des entreprises qui ont profité de la guerre. Bon, là, il y a des entreprises qui se sont aussi enrichies pendant cette période, Amazon pour ne pas la nommer. Et puis, il y a eu aussi une taxe qui a été faite pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, par exemple, sur les grandes fortunes. Et donc, à la réponse de comment éviter l'austérité et qui faire payer, il y a, je pense, en effet, les milliardaires et ceux qui se sont enrichis pendant la crise. Et puis, il y a évidemment avoir un débat politique sur la politique monétaire, et c'est l'articulation des deux qui nous évitera un retour à l'austérité, alors que ce chantage, on le voit bien, déjà commencer. Merci. Je vous écoute tous et j'écoute les questions qu'on vous a posées. Et en fait, je me dis la chose suivante. On est tout de suite parti sur des choses très, très techniques qui sont la création monétaire, et les questions qui ont été posées sont excellentes et les réponses tout autant. Mais ça veut dire quand même, on est content de ce qui a été dit, comment on fait finalement. Se dire qu'il faut revenir à une certaine forme de création monétaire, il y a aussi un côté, on se dit comme ça, on aura éventuellement moins d'endettement public, etc., où ce sera plus gérable. Et puis là, on vient de parler d'austérité. Et en fait, tout ça me dit qu'on achète l'excellente question qui a été posée par Alternative économique, qui est dette publique, comment éviter un retour à l'austérité. Ça veut dire qu'on achète le fait que la dette publique, de facto, est un problème. Et le fait que la dette publique soit de facto un problème, ça fait que, à gauche, on va avoir aussi un réflexe pavlovien qui est de dire, non, c'est pas un problème. Le problème, c'est la dette privée. Et c'est pas faux. Parce qu'on sait que quand on a une dette privée qui explose, là, on a toujours des crises financières. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement une dette privée extrêmement élevée, ce qui est nouveau depuis 10 ans sur le continent européen. On n'avait pas ça avant. Et on a un taux d'endettement public assez élevé. Et moi, j'ai envie de pouvoir dire que des fois, il y a un certain type de dette qui ne me plaît pas forcément. Que le fait que le gouvernement s'endette pour faire de la politique de l'offre et financer des grandes entreprises, je suis désolée, dans ce cas-là, moi, la dette, je ne trouve pas ça fantastique dans ce cadre-là. J'ai aussi envie de pouvoir dire que la France n'est pas toute seule en Europe. Qu'il y a des pays comme l'Italie qui peuvent être fragilisés par leur niveau d'endettement. Et effectivement, in fine, un niveau d'endettement public très élevé, ce n'est pas problématique. Sauf que malheureusement, on vit dans le monde dans lequel on vit et que les attaques spéculatives, ça existe. Et que si on a une attaque spéculative sur l'Italie, la France, elle sera attaquée aussi. On a vu comment une toute petite dette publique, c'était rien la dette de la Grèce, rien du tout. Mais comment ça a pu faire vriller l'ensemble des marchés et créer une dette, des dettes souveraines qui est autre chose par ailleurs que la dette publique. Donc, le problème de ce titre, c'est que de facto, il pose le problème, il est très révélateur et je te l'ai dit que je le trouvais vraiment bien, mais que ça pose comme postulat, la dette publique, c'est un problème et donc ça crée
un débat qui va forcément être binaire. Et ça, c'est dommage. Le deuxième point, mais c'est l'état de notre débat public au niveau français en ce moment. Le deuxième point, c'est est-ce que ça va entraîner un retour à l'austérité? Ça veut dire que implicitement, on fait un lien logique. Quand on a de la dette, il faut forcément appliquer un type de programme qui réduit les dépenses publiques. Alors que, on sait qu'en fait, l'austérité, ça ne marche pas des masses pour pouvoir faire un retour correct aux finances publiques. Alors, il y avait toutes des théories économiques qui venaient justifier des politiques publiques. Alors, il y avait, c'était l'austérité expansionniste qui était le kiff de certains économistes. En gros, c'est comme si je vous disais des soldes qui augmentent les prix. C'est à peu près le même type de vrillage en termes de raisonnement. En fait, on sait que l'austérité, ça ne permet pas de résoudre la question des finances publiques. Et que si la question des finances publiques, elle nous tient vraiment à cœur, si vraiment on veut réduire la dette publique, alors effectivement, comme Manon l'a dit, on fait une révolution fiscale. Il n'y a même pas besoin de faire une révolution, à vrai dire. On revient juste, on sort de la démesure fiscale, c'est-à-dire qu'on arrête de faire des coupes côté entreprise, justement, et côté plus riche, ce qui nous permettrait de faire rentrer de l'argent. Et puis, on revient à quelque chose d'à peu près normal. On fait aussi des plans de relance qui fonctionnent. Des plans de relance qui fonctionnent, c'est des plans de relance qui vont relancer l'économie. Or, aujourd'hui, alors pour ça, il faut avoir un effet multiplicateur, on appelle ça dans le jargon économique, qui est au moins supérieur à 1, ce qui est juste normal, en fait, en économie. C'est juste la base d'un plan de relance. Le nôtre, il est inférieur à 1. Donc, on a un plan de relance au niveau français qui ne va même pas être en capacité de relancer l'économie, ce qui permettrait de faire en sorte, quand on relance l'économie, il y a plus de taxes qui sont payées, de TVA, etc. Et là aussi, on fait rentrer de l'argent. Donc voilà, il y a un autre problème qui est le lien logique. Et puis, il y a un dernier problème qui est la question de l'austérité. Je suis désolée, mais retour à l'austérité, on n'a pas d'austérité en France. On a eu de l'austérité en Grèce. On a eu de l'austérité au Portugal, pays par ailleurs dont tout le monde se fout. Et on en a eu, avec des conséquences absolument terribles. Des fonctionnaires qui étaient payés 1 mois sur 3 au Portugal, une augmentation du taux de mortalité en Grèce. Nous, en France, on n'a pas eu ça. On n'a pas une baisse des dépenses publiques. Par contre, ce qu'on a, c'est un État qui, avant, soutenait très largement l'éducation avec des politiques ambitieuses, la recherche, la santé, etc. Et qui, petit à petit, se met de plus en plus à être au service et à financer les grandes entreprises. Il faut savoir que les grandes entreprises en France sont parmi les plus aidées du monde. Elles sont le plus aidées déjà au niveau européen. C'est ce que Galbraith, qui est pas un gauchiste, qui est un gauchiste, pardon, qui n'est pas un libéral, appelle l'État prédateur. C'est-à-dire qu'on voit ça à peu près dans tous les pays, de dire que non, il y a certains pays où il y a de l'austérité. Nous, c'est pas ça. Il y a eu de l'austérité et il y a des coupes budgétaires dans la santé, dans l'éducation, etc. Très clairement. Ça n'augmente pas assez vite là où ça devrait augmenter beaucoup plus. Par contre, il n'y a pas d'austérité. Et je conclus pour dire que je pense que si à gauche, on veut réussir à imposer nos idées dans le débat public, il faut peut-être faire attention aux termes qu'on utilise. Parce que si je suis sur un plateau télé, face à quelqu'un de droite, et que je parle d'austérité, il va me regarder en me disant « Mais Aurore, qu'est-ce que tu racontes? Tu as vu notre niveau de dépenses publiques ?» Il n'aura pas tort. La question, c'est de savoir comment on les utilise. C'est comment on utilise la dette, comment on utilise l'argent des Français au niveau des politiques économiques et des politiques publiques. Et là, effectivement, on a un vrai sujet. Parce que le sujet qu'on a, ce n'est pas un sujet d'économiste, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet purement politique. C'est comment une partie de la classe politique instrumentalise la peur des Français. Comment on fait peur aux gens en disant « là là, il y a la dette publique, il y a la dette publique ». Et ça va venir justifier des politiques d'austérité. Pas sur tout le monde, pas sur tout le monde, sur certaines parties de la société, notamment les fonctionnaires, notamment les moins aisés, etc. Mais pas sur tout le monde. Et je pense que si déjà on arrive à reposer à peu près correctement les termes du débat, on verra que d'un point de vue, et j'arrête là, d'un point de vue d'économiste, il n'y a que des solutions à ce type de problème. Ça n'est même pas un problème. On peut, et on ne serait pas d'accord là-dessus, mais on peut faire de la monnaie hélicoptère, on peut faire de l'annulation de la dette, on peut faire une révolution fiscale, on peut tout faire en fait. Donc le problème technique n'est pas là. C'est un pur problème de rapport de force politique et on joue sur la peur, sur nos peurs à nous. Merci beaucoup Aurore. Je me retourne vers vous peut-être David et Raoul, vous n'êtes pas exprimés donc, sur les questions liées peut-être à ces enjeux de fiscalité, qui doit rembourser la dette, comment, etc. C'est à ça que ça renvoie derrière
votre question, monsieur, et puis peut-être à la question de madame sur les histoires de spéculation, peut-être si vous avez un mot à ajouter l'un ou l'autre. Bon, déjà, il ne faut pas aller très loin dans l'histoire. Juste si on analyse de près ce qu'a fait le quinquennat d'Emmanuel Macron, on retrouverait des marges de manœuvre avec les mesures ISF, la flat tax sur les revenus du capital, la taxe d'habitation sur les 20% plus riches qui va arriver, les impôts sur la production, tout ça, on arrive déjà à des montants annuels proches de 20-25 milliards d'euros. Déjà que ça, c'est pour mémoire, c'est un peu ce qu'on a dépensé en activité partielle l'année dernière, ce qui était très bien et très adapté, mais on nous parle qu'il y a une politique de quoi qu'il en coûte qui a l'air faramineuse, mais par exemple l'année double de CICE représente quasiment le même coût budgétaire pour les finances publiques qu'une année d'activité partielle en plein Covid. Donc c'est pour dire qu'en 2019, on a eu le quoi qu'il en coûte d'une certaine façon, si je pousse la provocation un peu loin. Donc il y a clairement une question de déjà l'outil fiscal défaire le quinquennat d'Emmanuel Macron donne des marges de manœuvre non négligeables. Déjà, la base. Après, on peut se dire qu'il y a le quinquennat d'avant aussi, qui, moi, je serais un peu plus nuancé pour dire qu'il n'y a pas eu d'austérité, parce que la progression de la dépense publique en volume a été quasiment nulle pendant tout le quinquennat d'avant, ce qui était une chose qui n'avait vraiment jamais été observée dans l'histoire de la politique des finances publiques françaises. Jamais la dépense publique n'a été aussi fixe. Même, je dirais d'une certaine façon, Macron, le quinquennat Macron, si on regarde juste la macroéconomie, on ne peut pas dire qu'il y a de l'austérité tout court. En termes de gestion des finances publiques, et je parle d'avant Covid, la dépense, on va dire, certaines dépenses publiques, certaines baisses d'impôts ont été vraiment très importantes. Après, est-ce que c'est les bonnes dépenses publiques? Est-ce que c'est les bons impôts qui ont été modifiés? Mais entre 2012 et 2017, quand même, il y a eu un choc sur les impôts payés par les ménages qui est non négligeable. Il y a une stagnation de la dépense publique, surtout dans les collectivités locales et l'hôpital. C'était les deux gros foyers d'économie budgétaire. Donc, bon, mais tout ça pour dire, c'est la fiscalité, c'est le premier levier. Et après, je répéterai que je pense que pour éviter de tomber dans les pièges, on va dire, des libéraux, je pense que là, je répéterai, c'est un peu le message que je vais faire passer aujourd'hui, c'est je pense que ce qu'il faut questionner, est-ce que le marché est l'allocataire parfait des ressources? Et en particulier, est-ce que les marchés financiers, laissés à eux seuls, sont ceux qui vont nous permettre de financer et de préparer la transition environnementale? Et je pense que ça, c'est le cœur on va dire, de la bataille, et qu'il n'y a pas de solution facile pour ça. Oui, ben je vais compléter moi aussi ce que dit Raoul. Alors d'abord, sur la question de l'austérité, c'est vrai que derrière ce mot, on a différentes acceptations possibles, et du coup, quand on parle d'austérité, on ne sait plus de quoi on parle, et parfois, on peut se laisser piéger. Il est vrai qu'en France, les dépenses publiques n'ont pas vraiment baissé, mais il faut bien considérer qu'il y a trois types de dépenses. La majorité des dépenses publiques, en fait, c'est des dépenses qui ne vont pas du tout à l'État. C'est ce qu'on appelle dépenses sociales, dépenses de retraite, par exemple, ou de remboursement d'assurance maladie, c'est-à-dire tout le budget de la sécurité sociale. Et en fait, c'est un argent qui est prélevé sur les Français et qui va immédiatement aux Français. Donc, de ce point de vue-là, l'État ne peut pas utiliser cet argent pour, par exemple, rembourser sa dette, ou c'est quelque chose, c'est pas... Et là aussi, quand on dit 53%, 56% par exemple du PIB que c'est dépenses publiques, il ne faut pas oublier que ces dépenses-là sont immédiatement redistribuées aux Français. Ça, c'est le premier gros poste de dépense. Et puis, on a une autre dépense qui n'est pas souvent considérée comme une dépense, mais qui en fait est une dépense, c'est les dépenses fiscales. C'est-à-dire ce qu'a dit tout à l'heure Raoul, c'est-à-dire le fait qu'on va baisser des impôts à un certain nombre d'entreprises. Et ça, Macron, il a énormément dépensé fiscalement. Il a supprimé l'ISF, ou transformé en IFI, hein. Il a fait la flat tax, je ne vais pas revenir, il a baissé les impôts des entreprises, et il continue d'ailleurs de baisser l'impôt sur les sociétés. Et ça correspond, c'est ce qu'a dit Raoul tout à l'heure, à 25-30 milliards par an de dépenses en termes de
fiscale, c'est-à-dire en termes de moins de prélèvements sur, évidemment, les plus riches. Alors pourquoi on fait cela? Je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'en fait, on mène une politique d'attractivité. Et puis, la troisième poste de dépense, c'est les dépenses de services publics, c'est-à-dire la santé, l'hôpital, les collectivités territoriales, l'éducation. Et ça, dans ce poste-là, il y a une austérité. On ne peut pas dire autre chose. Les dépenses par étudiant, je suis universitaire et je le vois tous les jours, les dépenses par étudiant baissent depuis 2012. Et ça a commencé sous François Hollande. C'est-à-dire que concrètement, chaque étudiant inscrit à la fac coûte moins cher, de moins en moins cher à l'État. Et on va voir ça partout. À l'hôpital, c'est aussi ce qui s'est passé. Alors certes, le budget de l'hôpital augmente, mais comme le coût de la santé augmente plus vite, eh bien en fait, le coût par personne diminue. Et donc, on supprime des postes. C'est la même chose dans les collectivités territoriales, où on voit des suppressions de postes d'ATSEM dans l'éducation, on voit des suppressions d'ouverture de certains services publics, de fermeture de bibliothèques municipales, des choses comme ça. Donc oui, il y a une austérité sur ce qui correspond à la mission, pour moi, la mission prioritaire de l'État, c'est-à-dire les services publics. Dernier élément pour répondre là aussi à Raoul sur l'allocation je suis d'accord avec cette idée que le cœur du problème, et c'est la raison pour laquelle je suis assez critique sur les propositions de type monnaie hélicoptère. Parce que monnaie hélicoptère, c'est la Banque centrale va financer directement le compte des gens. Quand on fait cela, eh bien, on pense que le problème actuellement, c'est un problème de manque d'argent. Et donc, si on donne de l'argent à tout le monde, eh bien, on résoudra le problème. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit un manque d'argent. Je ne crois pas qu'on vive aujourd'hui dans une époque de manque d'argent. On vit aujourd'hui dans une époque où l'argent ne va pas là où il faut. Et s'il ne va pas là où il faut, c'est parce qu'on a structuré nos économies en délaissant les politiques industrielles, en délaissant les politiques de fléchage, et même l'État ne finance pas lui-même tout un ensemble de choses, il laisse le marché financer, c'est d'ailleurs le principe des partenariats publics-privés, et donc on perd le contrôle de l'économie, et ce contrôle, quand je parle de contrôle de l'État, je parle en fait du contrôle démocratique, parce que la démocratie, elle se crée par là. Et donc la question, pour moi, n'est pas un manque d'argent, il faut donner plus d'argent aux gens. La question est comment on fait que l'argent aille là où il faut. Et là, il faut rompre avec l'idée que les marchés sont efficaces. Il faut rompre avec l'idée que, en distribuant comme ça, sans fléchage, sans réfléchir à l'utilisation de cela, on va résoudre les problèmes, parce que ça, c'est pas vrai. Et donc, je reviens au cœur, pour moi, du problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une idéologie qui dit qu'il faut, pour la croissance, pour l'emploi, mener des politiques d'attractivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un univers, une Union européenne et une mondialisation dans lesquelles tous les pays sont en concurrence les uns par rapport aux autres, eh bien, on va chercher à tondre la laine de son voisin, c'est-à-dire à chercher à attirer les investissements au détriment d'autres pays comme l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie, ou même des pays asiatiques ou d'Amérique. Et qu'est-ce qu'on fait pour attirer les investissements? En fait, on va donner des cadeaux aux investisseurs. C'est-à-dire que toute la logique actuelle de la mise en œuvre, et ça c'est lié à notre sujet, parce que si on a des politiques d'austérité sur les services publics, si on manque d'argent, si l'État manque d'argent, c'est parce que l'État fait des dépenses fiscales, produit des dépenses fiscales pour attirer les entreprises, les investissements des entreprises, et donc il suit la logique du dumping fiscal, qui est la logique qui est aujourd'hui dominante dans le monde. Et là, il faut trouver un moyen. Si on veut refiscaliser les entreprises, refiscaliser le capital, il va falloir trouver un moyen pour sortir de cette logique d'attractivité. Et moi, je pense que quand on pose la question comme ça, on voit bien que le cœur du problème n'est pas simplement des procédures techniques, uniquement d'annulation de dette. Bon, si vous voulez, on y reviendra. Je ne suis pas contre l'annulation de dette, mais l'annulation de dette qui ne coûte rien à personne, c'est pas une annulation de dette, mais peu importe. Ou monnaie hélicoptère. La question, pour moi, elle est de sortir de cette logique d'attractivité fiscale dans laquelle on va taxer les ménages qui sont immobiles et on va supprimer des impôts sur tous les facteurs de production mobiles, sur le capital, sur les plus riches, qui, eux, peuvent décider de choisir, d'arbitrer entre un pays et un autre. Et on ne résoudra pas le problème de l'austérité si on n'est pas capable de revenir sur cette logique qui organise la concurrence entre tous les États pour attirer le capital. Merci beaucoup à vous tous donc, pour ces premiers éclairages. On va refaire un
un tour dans la salle s'il y a des questions supplémentaires, si vous souhaitez approfondir des points déjà vus ou nous lancer sur autre chose, n'hésitez pas, la parole est à vous. Bonjour. En fait, moi, je ne connais pas très bien le sujet de la dette, etc. Et donc, souvent, je suis un peu perdu dans les débats. Et donc, j'aurais aimé savoir si c'était possible de revenir un peu aux fondamentaux. Et donc, par exemple, de savoir en fait à qui on emprunte et qu'est-ce que c'est les risques si on ne rembourse pas ou je ne sais pas, concret. Parce que j'ai l'impression que la non-information sur le sujet, ça peut vite pousser à penser, par exemple, que l'État doit gérer sa dette comme un foyer, ce qui, oui, voilà, souvent on dit le bon père de famille ou des choses comme ça, ce qui, je pense, n'est pas le cas. Mais voilà. Oui, je vais prolonger la question. Je voudrais savoir, moi, il y a beaucoup d'argent qui ont été donnés aux entreprises sous forme de PGE. Si demain, on impose à toutes les entreprises de rembourser le PGE, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se casser la figure. Donc, ce n'est pas l'intérêt de les obliger à rembourser. Donc, si elles ne veulent pas rembourser, qui va payer? Bonjour, Didier, je viens de La Rochelle. Je suis membre d'Attaque, mais je n'étais pas à la Samaritaine la semaine dernière. Et je suis aussi adhérent de l'association des lecteurs d'Alternatives économiques qui nous reçoit aujourd'hui. Poser la question pour éclairer un débat que j'ai beaucoup de mal à arbitrer moi-même sur faut-il annuler la dette. On a vu au printemps des économistes émérites de sensibilité pourtant assez proche. Certains prônaient une annulation de la dette. Je pense au manifeste qui avait été initié par Thomas Piketty à un moment. D'autres qui disent non, ne pas annuler la dette parce que le fait notamment, si on dit qu'il faut l'annuler, c'est comme dans la question là, c'est reconnaître qu'elle est en soi un problème. Qui prônerait plutôt en fait, la dette perpétuelle. Donc je voudrais avoir le point de vue de nos universitaires ici sur le sujet pour éclairer le débat, et puis de nos parlementaires européens, avec au bout du compte un flou parce que c'est très très technique. Est-ce que les traités autorisent vraiment un État aujourd'hui à annuler de façon unilatérale la dette qu'il a, notamment vis-à-vis de la Banque centrale? On parle pas bien sûr des dettes privées. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, et c'est déjà assez riche, donc on refera un tour de parole. Madame, oui, allez-y. Allô? C'est bon, ça marche. J'ai l'impression qu'on a tendance à opposer dans les débats qui sont présentés relance des entreprises et dépenses publiques, comme si la baisse des impôts de production, par exemple, et ce type de choses étaient que des cadeaux aux riches, alors qu'il y a aussi une question de comment est-ce qu'on relance concrètement l'économie. Je veux dire, il n'y a pas que la dépense publique qui crée de la valeur et de l'intérêt général, il y a aussi ce qui se passe au sein des entreprises. Donc concrètement, quelle serait votre vision là-dessus? Parce qu'on est un État riche capable de rembourser sa dette, c'est aussi un État qui relocalise son tissu productif, qui a des entreprises qui fonctionnent bien. Donc quelle est votre vision concrètement sur la relance de l'économie? Et puis, ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas parlé des cotations. Et le bon remboursement d'une dette, ça a un impact sur les notes d'État. Et ça a un impact sur beaucoup de choses derrière, notamment les notations Standard & Poor's, etc., qui continuent à avoir un impact très fort au niveau économique, au niveau mondial. Donc voilà, c'était un peu mes deux questions. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par la première question qui est effectivement très pertinente. Il y a peut-être un cadre à poser pour être sûr que tout le monde cerne bien les enjeux. Donc, je ne sais pas qui de vous veut s'exprimer en premier sur, en gros, dans les grands ensembles, à qui est-ce que l'État emprunte et quels sont les risques inhérents à se tourner vers tel ou tel type d'emprunteur, peut-être Raoul ou... Oui. En fait, je vais presque donner une mauvaise réponse. Je vais donner la pire des réponses même, je veux dire. En fait, quand on va sur le site de l'AFT, on a une... Pardon, oui, bien sûr. C'est l'agence France Trésor. Très bien. On va dire, c'est une agence de Bercy qui, en gros, c'est elle qui gère les émissions de la dette publique et sa gestion, on va dire, vraiment patrimoniale, comme
C'est un peu le trader de l'État, mais bon, il est plus noble que les traders pas de l'État. Respect aux traders, c'est pas de leur faute toujours. Du coup, quand on va sur le site de l'AFT, il dit en gros, je pense que la moitié de la dette, ou 60%, c'est emprunté auprès d'investisseurs étrangers. Pardon, en 2020, on verrait que la moitié, ou 60%, c'est la Banque centrale, l'Eurosystème pour être plus précis. Donc l'Eurosystème, c'est la BCE et les autres banques centrales nationales. Et ça, c'est 2020, donc je sors de 2020, je reviens avant le Covid. Je pense que la moitié, c'est les institutions financières internationales. Et en gros, il doit y avoir le reste qui se sépare entre les banques et d'autres acteurs institutionnels. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ce chiffre-là qui est donné par l'AFT, il me semble que par construction, il n'est pas très pertinent. Parce que je vais juste te donner un petit exemple. Imaginons qu'une banque internationale, pour caricaturer jusqu'au bout, aux îles Caïmans, achète de la dette publique française au bénéfice d'un exilé fiscal français. Alors, est-ce qu'on est en train d'emprunter auprès de l'étranger ou auprès d'un Français? Donc, en fait, on a des données qui sont plutôt bonnes et faciles à trouver sur qui est l'acheteur direct de la dette publique française. Mais au fond, on ne sait pas qui est le détenteur final parce que c'est extrêmement compliqué. Par exemple, je ne dis pas que c'est facile de nouveau, mais par exemple, des économistes comme Piketty, tout ça, mettent en avant le besoin d'un registre des patrimoines financiers. Ça permettrait de répondre concrètement à cette question que je pense que je ne suis pas en mesure de donner une bonne réponse au-delà de vous. Impossible de donner une réponse. C'est hyper opaque et c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que quand dans les médias, on entend dire la dette française est détenue par la Chine, etc. Et là, toujours, on joue aussi dans la peur un peu du côté on est plus souverain, on est plus maître, etc. Nous, on se retrouve en position qui connaissons, à mon avis, correctement les chiffres. On ne sait pas répondre. Parce que la réalité, c'est parfaitement ce qui vient d'être dit. C'est que ce n'est pas une mauvaise réponse, c'est une excellente réponse. En fait, on a beaucoup de difficultés à savoir qui détient. Et l'agence dont il a été fait mention est totalement opaque là-dessus. Alors après, on peut se dire que bah oui, mais quand on fait rouler une dette, c'est-à-dire qu'on réemprunte tout le temps sur les marchés, ça se roule une dette d'État. On réemprunte en permanence, en permanence. Peut-être que oui, il y a des raisons qui font qu'on ne peut pas savoir tout, pour des raisons, je sais pas, de sécurité, de machin. Mais quand même, moi, en tant que parlementaire européenne, certes, mais quand même, je trouve pas ça totalement normal. Voilà. Peut-être justement, il y avait un point intéressant que tu as soulevé, qu'on peut approfondir, c'est dans la question était posée en fait ce truc de savoir quelle est la différence entre la gestion de la dette par un État et par un ménage. On entend souvent dire il faut gérer les finances publiques comme un bon père de famille, etc. Donc tu as soulevé au passage qui est très sexiste, effectivement, mais tu as commencé à soulever ce truc de dire un État peut rouler sa dette en fait et réemprunter à chaque fois. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant là qui peut nous amener à dire quels sont, en fait, comment l'État doit gérer ses finances publiques par opposition à un ménage. Oui, c'est vrai qu'on compare souvent un ménage à un État, ça n'a rien à voir. Enfin, quand vous êtes en négociation, si vous voulez acheter une maison dans la Nièvre, par exemple, et que vous allez à votre banque, vous allez demander un crédit, à moins de vous appeler François Pinault ou je ne sais quoi, vous n'allez pas être en rapport de force favorable vis-à-vis de votre banque. En général, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Et vous devez rembourser, effectivement. Quand on est un État, c'est différent. Un État, c'est un acteur qui ne meurt pas. Déjà, ce n'est pas comme nous. Hein, c'est un État qui est là, qui reste là dans le long terme, etc. Il a un rapport de force quand même qui est important sur les marchés. Parce qu'en plus, c'est une question d'ailleurs qui avait été posée tout à l'heure, auquel on n'a pas répondu, je viens de me rappeler. En fait, c'est la question des obligations d'État, etc. sont des titres qui rassurent énormément. À chaque fois que ça commence à vriller un peu côté bourse, on se remet sur les titres d'État, ça rassure absolument tout le monde. Donc en fait, c'est pas du tout comparable. C'est absolument pas comparable. Il faut faire beaucoup plus attention à la dette privée, parce que là, vous êtes sûr que quand vous avez un niveau très élevé de dette privée, vous avez à coup sûr derrière une crise financière que sur la question de la dette d'État. Je reviens juste sur quelques questions qui ont été posées. Déjà pour dire avec David, finalement, on est d'accord sur la question de l'austérité. En fait, il n'y a pas d'austérité partout, mais entièrement d'accord pour dire qu'il y a un sujet, comme je l'ai dit, sur la question
entre autres, mais tellement d'autres, sur la santé et l'éducation. Sur la question de la monnaie hélicoptère, qui rejoint certaines interventions qui ont pu être faites à un moment, nous, on l'avait défendu parce qu'il ne s'agit pas de dire en économie qu'il y a un bon ou un mauvais outil. En fait, c'est ça, moi, qui m'embête en ce moment dans le débat qu'on a en économie. C'est qu'il y a des outils qui paraissent très bons et très mauvais tout d'un coup, quasiment dans leur ADN. Et en fait, je n'aime pas les analogies avec la médecine, mais je n'en trouve pas de mieux, donc je vais quand même le faire. Il faut envisager les instruments économiques un peu comme des médicaments aussi, quoi. C'est-à-dire que des fois, il faut les utiliser d'une telle façon, des fois d'une autre, etc. Il faut être souple et pas idéologique dans les moyens. Par contre, moi, je revendique d'être idéologique dans les finalités. Transition écologique, justice sociale. Point final. Donc, la monnaie hélicoptère, nous, on l'avait défendue parce qu'au moment du confinement, eh ben, on voyait bien que des entreprises allaient se retrouver en difficulté, des individus, surtout, allaient se retrouver en difficulté, et que justement, pour ne pas avoir ce chantage à la dette, on se disait, la seule institution qui peut donner de l'argent à tout le monde, sans qu'il y ait besoin derrière de rembourser, parce que ça, elle a le droit de le faire d'après ses traités, c'est de faire de la monnaie hélicoptère, que la Banque Centrale Européenne fasse de la monnaie hélicoptère. Comme ça, on n'aura justement pas le problème qui a été soulevé sur la question des PGE. Qu'est-ce qui se passe si sur les prêts qui ont été faits, garantis par l'État, qui ont été faits aux entreprises pour qu'elles puissent passer la crise? Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si jamais les entreprises n'arrivent pas à les rembourser? Et à mon avis, elles n'y arriveront pas pour une très grande partie d'entre elles. Il faudra les annuler, ce qui revient à la subvention qu'il aurait fallu faire par ailleurs. Ensuite, sur la question de l'annulation de la dette, qui rejoint la question que vous avez posée sur comment on fait pour les entreprises. Le meilleur moyen de relancer et d'aider les entreprises, ce n'est pas, à mon avis, de faire des suppressions d'impôts de production. Surtout quand on a déjà des subventions. Je veux dire, à un moment, moi, je veux bien qu'on supprime les impôts de production. Dans ce cas-là, on supprime aussi les subventions. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Le meilleur moyen, c'est des carnets de commandes pleins. Il nous faut des carnets de commandes pleins. Et pour avoir des carnets de commandes pleins, il faut de la commande publique, de la commande publique, de la commande publique, de l'investissement, de l'investissement. Et nous, en fait, sur la question de la proposition d'annulation de dette, quand on l'avait faite en tout premier, et on ne pensait pas que ça allait créer tout ça, avec Gaël Giraud, Nicolas Dufresne, Alain Grandjean, Laurent Cialom et Isabelle Coupé-Soubeyran et Jean-Baptiste Brédonneau, c'était justement pour dire, au moment de la crise, comment fait-on pour débloquer vite de l'argent dans une zone euro qui n'investit pas? Parce qu'il faut savoir qu'on a un problème d'investissement au niveau européen. L'Allemagne n'investit pas. La France n'investit pas assez. On a des problèmes partout comme ça. Et donc, nous, l'idée qu'on s'était dit, c'était plutôt que de passer par un plan de relance, autant utiliser cette possibilité d'annulation de dette, mais ce n'était pas annuler la dette pour annuler la dette, c'était pour en faire en contrepartie de l'investissement dans la transition écologique, la recherche et la santé. Et franchement, sur la question de la possibilité ou pas, je ne vais absolument pas mentir, on joue sur une faille. On joue sur une faille des traités qui dit qu'effectivement le financement direct des États par la Banque Centrale Européenne est interdit, mais qui ne dit rien sur l'annulation de la dette. Donc, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas interdit. Donc, ceux qui disent que c'est interdit n'ont pas totalement raison, et ceux qui disent que c'est autorisé n'ont pas totalement raison. On joue très sincèrement sur une petite faille. Voilà. Merci beaucoup. Manon, je te passe la parole. Peut-être sur... je ne sais pas si tu veux réagir tout de suite sur cette question liée à l'annulation. On fera aussi intervenir ceux qui sont d'un avis un peu différent juste après pour voir l'ensemble des arguments de ce côté-là. Pour compléter là-dessus, moi, ce que je défends, c'est vraiment un équilibre entre la politique monétaire et la politique fiscale. Dans ce débat qui s'est emballé ces derniers mois dans un milieu économique, parce que c'est malheureusement pas un grand débat de société, on opposait les deux. C'était soit on fait l'annulation de la dette et on est ce qu'on appelle des monétaristes, soit on fait une politique fiscale progressiste et on est ce qu'on appelle des fiscalistes. Moi, je pense au contraire qu'il faut marcher sur nos deux jambes. Et que oui, la dette qui est détenue par la Banque Centrale Européenne, il faut poser la question de l'annulation, où il y a différentes modalités qui sont possibles en fonction de la faille juridique dont parlait Aurore, mais qui est très limitée. Et on ne va pas se cacher, c'est en réalité un rapport de force politique. Le débat, parfois on s'embrouille dans un débat technique. Il n'y a pas de souci, on a tous fait de l'économie ici, on peut l'avoir. Mais à la fin de la fin, on nous fait croire que ce n'est pas possible parce qu'on refuse d'avoir le débat politique. Alors c'est clair, on ne va pas se cacher. Les traités européens, de ce point de vue-là, il faut considérablement les changer. Parce que ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne à l'heure actuelle
pour venir en aide, notamment dans le cadre de la crise, c'est tricher. C'est racheter de la dette des États via ce qu'on appelle les marchés secondaires. Donc elles rachètent aux banques. Ce qui veut dire que nous, États, nous sommes encore dépendants des banques. Et donc si les banques décident d'un coup augmenter les taux, alors on est à leur merci. Ce qui pose un problème, y compris d'un point de vue politique. Imagine si notre camp politique, au sens large, arrive au pouvoir, alors on est à la merci aussi des marchés financiers. Et donc, pour moi, la question de l'annulation de la dette, elle se pose aussi comme une question politique sur la reprise en main de la politique monétaire pour véritablement en faire un outil économique. Il n'est pas normal, dans toutes les zones économiques, les autres zones économiques du monde, en réalité, les États débattent. Et d'un point de vue politique, on a un débat au Parlement, on a différents points de vue et on donne une orientation politique. Pourquoi la politique monétaire, elle ne serait pas décidée démocratiquement? Donc ça, c'est la première chose sur la politique monétaire. Après, pour moi, le rôle de la dette, et en soi, la dette, ce n'est pas une mauvaise chose à partir du moment où ça sert à l'investissement. Et donc, oui, cette idée, par ailleurs, on ne l'a pas dit, mais on compare souvent la dette comparée au PIB. Ça ne veut absolument rien dire, puisque la dette, c'est alors d'abord, vous remboursez sur de nombreuses années. Un titre de dette moyen, c'est quelques années. Alors, c'est plus ou moins long, mais en moyenne, c'est quand même une dizaine d'années. Et puis, vous comparez au PIB qui est un stock, un volume, en une fois. C'est comme quand vous empruntez une maison. Pour acheter une maison, vous empruntez 200 000 €. Forcément, votre taux d'endettement, au début, il va être énorme. Donc, il faut aussi, toute proportion gardée, ne pas avoir peur de la dette, mais pour moi, c'est un outil au service de l'investissement. Et donc, on va investir dans la transition écologique, on va investir dans des infrastructures, on va investir pour nos industries. Ça, c'est le rôle de la politique monétaire. Et puis, on a de l'autre côté la politique fiscale qui, elle, qui ne sert pas, à mon sens, et je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est une nuance que j'apporterai. Pour moi, la politique fiscale, donc c'est-à-dire les impôts, ne servent pas à rembourser la dette. Son rôle, c'est de financer le budget et de redistribuer les richesses. Le rôle de l'impôt, il est double. C'est de financer nos services publics, mais aussi de redistribuer les richesses. Moi, j'assume qu'un impôt, ça sert à réduire les écarts entre les plus riches et les plus pauvres. Et de ce point de vue-là, oui, on a besoin d'une complète refonte de la fiscalité, en regardant à la fois la taxation du patrimoine, la taxation de l'héritage, la taxation des entreprises. Et là, en la matière, et David en parlait très bien, en la matière de la taxation des entreprises, c'est là où, franchement, on a perdu la bataille. Parce que si on regarde les 30 dernières années, les taux d'imposition des grandes entreprises a été divisé par 2. Et qu'est-ce qui se passe quand les taux sont divisés de cette manière-là? Les États, ils sont face à 2 choix. Ils ont moins de recettes, du coup, ils vont moins dépenser. Autre solution, j'arrive pas à collecter de l'argent auprès des grandes entreprises parce que, David le décrivait très bien, les capitaux sont mobiles, je vais taxer ce qui est moins mobile. Donc le bar ici, probablement, bon, a priori, il faudrait leur demander, mais je ne pense pas qu'ils aient de filiales dans les paradis fiscaux. Par contre, Starbucks en a. C'est pareil, votre librairie au coin de la rue, probablement, ils n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux. Amazon en a. Et donc, c'est aussi une forme de concurrence fiscale injuste, mais on va taxer les capitaux qui sont moins mobiles. Et puis à l'échelle des particuliers, c'est la TVA que vous payez tous en faisant vos courses. Les recettes de la TVA ont augmenté de 73% en 20 ans. C'est la CSG qui est devenue de facto un impôt et qui est un impôt régressif parce que tout le monde paye le même taux. Là aussi, ça a été multiplié par 6,7 en 20 ans. Et donc l'impact de tout ça, c'est qu'on taxe davantage en proportion les plus pauvres et les petites entreprises, ceux qui n'ont pas les moyens, entre guillemets, ou qui ne peuvent pas se payer le luxe d'utiliser les paradis fiscaux. Et donc, comment on arrête ça? Ça tombe bien parce que c'est un débat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, puisque se tient le G20, vous en avez peut-être entendu parler, qui doit reprendre la proposition du G7 sur un taux minimum d'imposition. Alors, il y a une vraie bataille culturelle qu'on a menée avant d'être élu. Je travaillais à Oxfam, et ça fait plus de 10 ans que nous, on parlait de taux minimum, et honnêtement, il y a 10 ans, on en parlait littéralement dans le désert. Donc on a gagné une bataille en se disant, OK, cette chute libre des taux d'imposition des grandes entreprises, il faut l'arrêter. On peut l'arrêter en mettant un taux plancher. La question est à quel niveau on met ce taux, et malheureusement, l'accord en cours de discussion le place à 15%. 15%, c'est juste au-dessus du taux du paradis fiscal de l'Irlande qui est à 12,5%. Il y a à peine quelques pays de l'OCDE qui sont en dessous.
15%, ça rapporterait 4 milliards d'euros à la France. 4 milliards, c'est assez peu, hein, c'est ce que valait par exemple l'ISF. Si c'était à 21%, ce serait 4 fois plus, 16 milliards. Et si c'était à 30%, ce serait quasiment 10 fois plus, 39,6 milliards d'euros. Et c'est ça pour moi un enjeu majeur de la politique budgétaire et de la politique fiscale, c'est comment on arrête cette hémorragie qui par ailleurs oblige les États à faire des économies d'une part, et d'autre part transfère la charge fiscale entre guillemets vers les plus pauvres. Et donc pour revenir à ce que je disais sur le début, sur le débat de l'annulation de la dette, moi ma réponse c'est vraiment cette articulation entre une politique monétaire sur laquelle on reprend un contrôle démocratique. Nous, parlementaires européens, vous nous avez élus pour avoir voix au chapitre sur le sujet, et donc on en débat, et ça sert à faire de l'investissement, et donc on en choisit politiquement quelle direction ça prend, et puis une politique budgétaire et fiscale qui permet de redistribuer les richesses et financer nos services publics. Et ça, pour moi, c'est une véritable politique de gauche comme finalement on n'en a pas eu récemment, et qui permet de répondre aux deux défis de notre temps, à la fois l'urgence climatique et la réduction des inégalités. Merci beaucoup Manon. Peut-être David pour revenir rapidement sur cette question de l'annulation, et aussi il y avait une autre question à laquelle on peut essayer de répondre, c'est celle de quelle vision en gros pour la relance, et notamment au niveau des entreprises, ce qui peut-être rejoint aussi la question sur les prêts garantis par l'État. Oui, alors je vais rebondir un peu aussi sur ce qu'a dit Manon en fin d'introduction. Enfin, sur ce qui a été dit auparavant. D'abord, je suis d'accord avec l'idée que ce n'est pas technique le débat qu'on a, c'est forcément politique. Et tout à l'heure, on parlait d'une faille des traités et de la nécessité de changer les traités. Alors moi, je changerais bien les traités également, mais je ne mettrais pas en avant la question du statut de la Banque centrale européenne, même si c'est une question importante. Je mettrais d'abord la question que vient de soulever Manon, c'est-à-dire la question de la liberté des mouvements de capitaux. Parce que si on est en train de débattre, et on n'y arrive pas en réalité, parce que le taux de minimum de 15%, encore faut-il qu'il soit réellement collecté. Ce qu'on s'est aperçu avec l'Irlande et le Luxembourg, c'est qu'ils avaient des taux officiels qui étaient certes faibles, mais des taux réels qui étaient zéro. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec Apple, par exemple, 13 milliards, je crois, d'amendes, mais qui d'ailleurs a été retoqué par la Cour de justice de l'Union européenne, c'est qu'Apple ne payait pas les 12,5% de l'Irlande. Et donc, si on veut... En fait, si on dit la seule solution, c'est l'harmonisation fiscale à l'échelle mondiale, le problème, c'est qu'on ne pourra pas le faire tant qu'on n'aura pas un fisc ou des fonctionnaires mondiaux qui vont véritablement collecter, parce que les États ne collecteront pas l'impôt qu'ils auront accepté dans les traités. Et donc, moi, je ne vois pas comment c'est possible, et je repose la question, qui est pour mon avis la question fondamentale, c'est celle de l'attractivité dont je parlais tout à l'heure, qui dit attractivité, en fait, c'est la conséquence, les politiques d'attractivité, c'est la conséquence de la libre circulation du capital. Et le problème, c'est que ça, c'est dans les traités. Dans les traités européens, il y a le marché unique, c'est-à-dire la libre circulation des facteurs de production au sein de l'Union européenne. Mais il y a aussi la libre circulation du capital vis-à-vis des pays tiers. Et c'est parce qu'on a cette libre circulation du capital, parce qu'on a aboli les frontières pour le capital, concrètement, qu'on ne peut pas interdire des entreprises qui vont faire des paradis fiscaux. On n'a pas l'outil légal pour le faire, parce que dans les traités européens, eh bien, c'est dit, on n'a pas le droit de contrôler les capitaux qui sortent et qui rentrent. Et donc, la première chose à faire, si on veut sortir de cette logique de concurrence fiscale entre les États, c'est de remettre en cause ce pilier fondamental du marché unique européen. Et ça, pour moi, c'est la vraie bataille politique. Maintenant, sur la question de la Banque centrale européenne et de l'annulation, je vais quand même répondre à cette question qui est extrêmement importante. Je suis d'accord aussi que ce n'est pas une question uniquement technique, que c'est aussi une question politique. Aurore Lalucq disait tout à l'heure que le cœur du problème, c'est l'investissement. Et elle a raison. On a un effondrement de l'investissement public, et même assez peu d'investissement privé, en fait, aussi, à l'échelle européenne, ce qui veut dire aussi qu'on a des taux de croissance assez faibles. Et donc la question, c'est comment on relance l'investissement. Alors évidemment, les économistes disent que l'investissement est facilité par les taux d'intérêt qui sont faibles. Et les taux d'intérêt aujourd'hui sont très faibles, ils n'ont jamais été aussi faibles. Et malgré cela, il n'y a pas de relance de l'investissement. D'où la solution qui est de dire, eh bien, on va créer une annulation technique de la dette. Parce qu'en fait, ce n'est pas une véritable annulation de la dette. Moi, je suis d'accord pour l'annulation de la dette. Je pense que parfois, c'est important d'annuler les dettes publiques. Mais quand on annule des dettes, il faut bien comprendre qu'on annule des créances. C'est-à-dire qu'on fait perdre de l'argent à des personnes. Une annulation de dette qui fait perdre de l'argent à personne, on voit bien que ce n'est pas une véritable annulation.
Et sans rentrer dans le débat technique, l'idée c'était, si on dit aux États, on annule 20% de vos dettes publiques ou 25% de vos dettes publiques, en échange, vous devez investir dans l'écologie, on va forcer la main au gouvernement pour les obliger à investir dans l'écologie. Et moi, je trouve qu'il y a quand même un problème, parce que quand je dis qu'il faut mettre la politique devant, j'attends que les décisions prises d'investissement soient des décisions prises par des gouvernements élus, pas par la Banque centrale européenne en échange d'une pseudo-annulation de dette. Là, on est en train de créer une forme de procédure bureaucratique pour obliger les gouvernements à faire ce qu'ils devraient faire, notamment qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très faibles. Et je suis mal à l'aise avec le contournement de la démocratie. C'est-à-dire que ce n'est pas à la Banque centrale européenne de décider ce que les gouvernements doivent faire pour investir. C'est à la population de voter pour des gens qui disent qu'ils vont investir, qui vont profiter de taux d'intérêt. Alors là où il y a aussi une autre question, c'est que, ça a été dit tout à l'heure, c'est beaucoup de gens disent attention, la dette publique c'est dangereux parce que certes aujourd'hui les taux d'intérêt sont très faibles, mais demain ils vont augmenter. Et moi je me pose en faux sur cette analyse, parce que les taux d'intérêt, tout à l'heure on disait, hein, Raoul le disait très clairement, l'État se finance en vendant des titres de dette publique, des obligations publiques, aux marchés financiers, aux grands acheteurs financiers internationaux. Si les gens achètent ces titres de dette publique, c'est parce qu'ils y ont un intérêt. C'est-à-dire que c'est en fait très important. Les titres de dette publique sont très importants pour le système financier et certaines banques sont prêtes à payer pour en détenir. Donc l'État est en position de force et donc aujourd'hui, il arrive à négocier les taux d'intérêt de 0. Alors on dit oui, mais aujourd'hui c'est 0, mais peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera 1, 2, 3, 5%. On a pu monter à des taux bien plus élevés que cela dans l'histoire. Et moi, je crois que c'est une fausse peur. C'est une fausse peur parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement avec ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire ce qu'a fait la Banque centrale européenne en rachetant les dettes publiques. En fait, pourquoi elle s'est mise à racheter les dettes publiques? Parce qu'on ne sortait pas de la crise de l'euro. Parce qu'en 2014, on avait eu un effondrement, un effet domino. Tous les États s'étaient retrouvés en situation, enfin certains États s'étaient retrouvés en situation de cessation de paiement, hein, comme la Grèce, comme Chypre, comme l'Irlande également. Ils ne pouvaient plus emprunter sur les marchés financiers, sauf à des taux d'intérêt très élevés. Donc la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a racheté les titres publics pour faire baisser les taux d'intérêt et permettre à ces États de se financer. Et en 2015, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au cœur de la crise de la Grèce, c'est que ce n'est pas juste une crise liée aux méchants banquiers. C'était une crise liée au fait que la Banque centrale européenne, en 2015, a décidé d'arrêter de racheter les obligations publiques de l'État grec. C'est ça qui a fait que la Grèce a été condamnée à accepter le plan d'austérité négocié par les Européens. Aujourd'hui, les taux d'intérêt auxquels les États se refinancent sont contrôlés par la Banque centrale européenne. Et si elle a pu faire la méchante avec la Grèce en 2015, elle ne pourra pas faire la méchante avec l'Italie ou la France, parce que le volume de dette est tellement important que ça ferait immédiatement s'effondrer l'euro. Donc moi je vous le dis, il n'y aura pas de hausse des taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt sont en partie administrés par la politique de la Banque centrale européenne. Et c'est très bien, parce que la Banque centrale européenne, du coup maintenant, elle garantit la solvabilité des États. Elle n'avait pas ce rôle au départ, mais elle a acquis ce rôle et elle ne peut pas vraiment s'en sortir. Du coup, ce qu'il faut dire, et si la bataille est politique, eh bien elle doit être politique, elle ne doit pas être technique. Plutôt que de dire au gouvernement, on va annuler vos dettes et puis vous allez pouvoir investir en espérant que la Banque centrale accepte d'annuler les dettes, ce qui est loin d'être gagné, disons plutôt, politiquement aujourd'hui, que la gauche soit unie pour dire les taux d'intérêt sont faibles, les taux d'intérêt vont rester faibles, faisons en sorte que vous dépensiez ce qu'il faut pour investir dans l'écologie, dans la transition écologique. Parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire, absolument aucune raison. La seule raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est qu'on a des dogmes dans la tête. Et donc la bataille, pour moi, ne doit pas être la solution banque centrale. La Banque centrale fait déjà ce qu'elle peut pour baisser les taux d'intérêt. Et il faut donc maintenant que les gouvernements agissent pour investir. Et il faut le dire aux gens, il n'y a aucune raison d'avoir peur sur la dette publique, parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt publics sont en fait garantis par la Banque centrale et par sa politique de quantitative easing. Et il n'y a aucune raison que ça change. D'accord. Oui.
Oui. Déjà, pour répondre à la première question sur l'annulation, moi, en fait, je ferai un tout petit peu d'histoire avant le Covid, parce que le temps passe et le Covid, on dirait que ça fait 10 ans qu'on est là-dedans. Vers 2019-2018, il y avait une note du CAE, je pense que c'était en 2019, qui voulait proposer, parce que c'est une autre donnée du problème, c'est les règles budgétaires de la zone euro. Et il proposait une réforme des règles budgétaires pour dire, en gros, le constat, c'était les règles ne marchent pas parce que les pays ne les respectent pas, elles sont trop compliquées, il faut les simplifier. Ça, c'était la proposition du CAE, de façon, mais en les simplifiant et en les faisant moins restrictives, on va dire, le contrôle des États se ferait moins par les pairs au Conseil ou par la Commission, mais il y aurait plus de discipline de marché. Ça, c'était l'état du débat européen en 2019. Je reviens à la situation d'aujourd'hui. Pourquoi, moi, je suis, on va dire, critique, je n'ai pas d'autres mots, sur la proposition d'annulation? C'est que le débat clé, c'est discipline de marché ou non-discipline de marché, et que la question technique, je ne parle pas de la question politique, vise précisément la partie de la dette où les taux sont administrés, on va dire. Bon, le mot est un peu fort, mais on va dire où les taux sont administrés. Donc, moi, je pense qu'il faut aller vers plus de taux administrés et moins de discipline de marché. Et je pense que justement, un des problèmes politiques de la question technique de l'annulation, c'est qu'elle ne pose pas, elle se positionne pas dans ce débat discipline de marché versus réglementation financière. Puis sur, quelle était l'autre question? Les notations. En fait, je pense que, pareil, je vais donner une réponse où je vais fuir, mais en gros, je pense que les notations avaient un rôle assez important avant 2008, et que depuis 2008, je pense que plus personne les suit pour rien. Je ne suis pas sûr que, en partie grâce à la BCE, mais bon, je pense qu'il peut y avoir un rôle dans certaines règles prudentielles. Je pense qu'il peut y avoir, mais que, en tout cas pour tout ce qui est dette publique, je ne parle pas du secteur privé, je pense qu'elle n'a plus trop de rôle effectif. Et la relance, du coup, très, très vite sur les impôts de production, pareil. Je pense que 2019, ce n'était pas le paradis pour les entreprises en France. Je pense que ce n'était pas l'enfer. Et je pense que garder les impôts de production au niveau de 2019, ça ne va pas rendre la France moins attractive. C'est ce que je pense. Je pense qu'on a besoin de 10 milliards pour faire plein d'autres choses et que du coup, la commande publique, je vais donner un exemple, je vais me faire engueuler après, mais par exemple pour l'agriculture biologique, la PAC est un levier, mais la commande publique des cantines scolaires, c'est un autre levier. Et que du coup, je pense que la relance doit passer plus par un carnet de commandes ciblé de l'État ou d'une institution à penser. Pour l'instant, je ne connais que l'État. Merci beaucoup. Aurore, tu voulais réagir à la fois sur cette question de est-ce que les taux d'intérêt vont remonter ou pas? Parce que ce présupposé-là change énormément la manière effectivement dont on perçoit la dette. Et peut-être quelque chose à ajouter sur cette histoire des notes souveraines. Est-ce que c'est quand même... Raoul nous dit que c'est plus trop important. Je ne sais pas si tu es d'accord aussi, ou Manon, peut-être tu pourras intervenir là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas trop important parce qu'elles ne font pas d'attaque. Mais il n'y a pas de sujet de dégradation énorme de notes. Mais n'empêche qu'on sait très bien qu'elles sont capables de le faire sur d'ailleurs des trucs complètement absurdes. Je ne dis pas le contraire. Mais en fait, elles ont quand même un poids qui est quand même assez conséquent. Et si il y a un tout petit vrillage, tout de suite, on a quand même des notes. On l'a vu avec les TANI qui se dégradent. Mais après, pour l'instant, tant que la situation est sous contrôle, ça va. Elles ne font pas la pluie et le beau temps, en fait, les agences de notation. Elles dégradent le mauvais temps, on va dire. C'est que dès qu'il y a un petit souci, tout d'un coup, elles se mettent à dégrader très, très rapidement les notes et à surréagir totalement, d'ailleurs, comme les marchés financiers, finalement. C'est toujours le même truc.
Sur la question des taux d'intérêt, faire l'unité de la gauche pour dire que les taux d'intérêt sont bas et qu'ils vont y rester. Moi, en tant que responsable politique, je ne peux pas dire ça. Alors déjà, je suis très contente qu'on ait un débat apaisé sur la question de l'annulation de la dette. Je voulais déjà vous dire ça, je trouve ça super agréable. Mais par contre, je ne peux pas le dire, parce que moi, ça fait partie des... Enfin, c'est une décision politique prise par les gouverneurs. Et donc, miser sur le fait que ça va rester comme ça, ad vitam aeternam, quand bien même il y a des raisons, moi, je peux pas en faire le pari, en fait. Je ne peux pas faire le pari sur une décision politique. Je ne peux pas faire ça, en fait, en tant qu'élu. Donc, premier point. Deuxième point, sur la question de l'annulation de la dette, ce n'était pas vraiment utile parce que les taux d'intérêt sont bas. Ouais, mais on a des taux d'intérêt bas, et comme David l'a parfaitement pointé, on n'investit pas pour autant. Donc, il y a un vrai sujet. Ça veut dire qu'il faut forcer ce maudit investissement. Et c'était toute l'idée de cette proposition d'annulation de dette. Le forcer, l'obliger, le forcer. Parce qu'on a beau avoir un pacte de stabilité et de croissance qui a été suspendu, on a beau avoir des taux d'intérêt super bas, ça vient à chaque fois alimenter les actifs les plus inégalitaires, finalement, les actifs financiers, le bâtiment, etc. On le sait qu'aujourd'hui, la politique de la Banque centrale européenne, il fallait le faire au moment où elle l'a fait, sauf qu'aujourd'hui, elle accroît les inégalités. Donc, on ne peut pas rester dans cette situation-là. Et par contre, oui, ça pose évidemment la question qui est de toute façon la question qu'on a depuis toujours avec Laurent Cialhomme, Isabelle et bien d'autres, qui est celle de la question de la politique monétaire. Évidemment, il faut qu'on marche sur les deux jambes. On commence à réavoir une politique budgétaire, il nous faut une politique monétaire. C'est quand même les deux outils principaux en économie. Si on ne les a pas, on est un peu dans la panade. Après, sur la question d'annulation de dette, il faut aussi, Roosevelt. On se remet dans Roosevelt. Roosevelt, quand il prend le pouvoir, il se retrouve face à un niveau de dette privée hyper élevé. La dette privée à gérer, beaucoup plus compliquée que la dette publique. Parce que alors là, vous faites effectivement des perdants directs, mais vous faites aussi des gagnants. Vous faites aussi des gagnants, ceux qui sont endettés injustement, by the way. Close or. Close or, c'est un type d'endettement privé absolument horrible qui est en train d'étouffer les agriculteurs, alors qu'on est en pleine crise, et alors qu'il y a eu une sécheresse absolument incroyable aux États-Unis. Roosevelt dit, au bout d'un moment, il va falloir les annuler, en fait. Il va falloir faire une annulation de dette privée. Les républicains montent en front en disant, mais alors pendant 100 ans, plus personne ne voudra prêter $1 aux Américains. C'est fini, notre réputation, elle est morte et enterrée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire d'annulation de dette? Franchement, je pense qu'on n'est que quelques-uns à la connaître. Personne ne la connaît. Ça veut dire qu'en fait, le sujet, encore une fois, c'est pas de mettre de l'idéologie dans les outils, mais de savoir si l'outil qu'on va utiliser va être efficace pour répondre à la politique publique qu'on a démocratiquement choisie. Et je réitère le fait que moi, aujourd'hui, j'ai défendu l'annulation de dette dans un moment précis parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'effectivement, au niveau européen, on n'a pas de budget. On n'a pas de budget, on n'a pas de fiscalité, quasiment. Donc comment on fait pour aider les Européens? Nous, on se retrouve à chaque fois dans une situation en mode l'argent ne coule pas. Bah ouais, mais en fait, on n'a pas de thunes. Et la seule institution qui est incapable de faire, c'est laquelle? C'est la Banque centrale européenne. C'est pour ça qu'on avait fait cette proposition. Et j'en reviens sur la question du taux d'intérêt bas. Le problème, c'est que même chose, la Banque centrale, il faut qu'elle puisse jouer un petit peu sur son taux d'intérêt en cas de souci. Et là, si elle doit maintenir uniquement les taux d'intérêt bas et qu'en même temps, elle doit gérer la question de la crise environnementale, qui va probablement gérer une crise, qui va probablement entraîner une crise financière, etc., comment elle fait si elle est obligée de maintenir des taux d'intérêt bas pour faire en sorte, effectivement, qu'il n'y ait pas d'attaque sur l'Italie, etc. Parce que je vous signale que dès qu'elle change de discours, Christine Lagarde, il y a peu de flou des fois dans ses discours. Quand elle fait un discours un tout petit peu trop flou, les spreads ils explosent immédiatement. On commence des écarts de taux d'intérêt entre les États et on commence à avoir des pays comme l'Italie qui peuvent commencer à être dévissés un tout petit peu. Voilà. Donc en fait, le sujet aussi, c'est que tant qu'on n'aura pas vraiment de budget au niveau européen, la Banque centrale elle sera toujours effectivement obligée de mener cette politique de taux d'intérêt bas. Et elle ne pourra jamais les augmenter si jamais un jour elle a besoin de les augmenter parce qu'on va avoir, et c'est tant mieux d'ailleurs, de l'inflation aux États-Unis, parce que c'est de la bonne inflation, c'est une inflation liée à l'activité économique, etc. Voilà. Et dernier point, la parfaite mobilité des capitaux, rapidement, c'est effectivement le cœur du problème. Il n'est pas qu'au niveau européen, il est au niveau mondial. Et tant qu'on n'aura pas résolu cette question
de parfaite mobilité des capitaux, en fait, nos politiques sociales sont toujours en concurrence. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un petit peu moins d'un quart d'heure, donc on va peut-être vous redonner une dernière fois la parole s'il y a des questions restantes. Je ne sais pas où est le micro qui tourne. Ouais. Une question, en fait, je ne connais pas trop les arcanes du pouvoir, tout ça, et j'ai un peu la sensation que quand, quel que soit le président, quand il arrive au pouvoir, il est financièrement pieds et poings liés et que du coup, il ne peut pas mettre en œuvre effectivement des politiques sociales. Et je voulais savoir ce qu'il en était exactement de cette espèce... Enfin, est-ce que le politique a vraiment le pouvoir de faire évoluer la finance telle qu'elle est actuellement? Et ce qui a aussi du coup un impact sur la dette publique et sur les politiques d'austérité supposées ou réelles. Donc voilà, c'était une question que je me posais. J'enchaîne, je poursuis. Moi, j'avais une question peut-être un poil à côté du sujet, mais quoique, c'est en fait le rôle des monnaies locales dans tout ça. Et est-ce que c'est pas un moyen de contourner une partie, en tout cas, du sujet qu'on a là? On voit du coup la lenteur, je pense, voilà, de l'Union européenne aussi, pour faire évoluer toutes les choses sur lesquelles on vient de discuter. Est-ce que finalement, justement, le niveau très local, il n'est pas plus résilient à ce niveau-là? Est-ce que c'est pas un moyen de développer la commande publique locale, l'investissement local, via ces monnaies, entre guillemets, un peu plus déconnectées des marchés nationaux ou internationaux? Donc, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est vraiment un levier ou pas, les monnaies locales? Oui, je complète la question avec notamment des propositions telles que celle de Bruno Terret, qui avait proposé des monnaies nationales, mais sur le mode de fonctionnement des monnaies locales, et y compris en jouant sur une question qu'on n'a pas abordée jusque-là, qui est le temps, qui est avec l'argent l'autre grande modalité. Et par exemple, Bruno Terret proposait une monnaie fiscale temps. Oui, je reprends la parole. Merci de vos interventions. J'ai entendu plein de choses qui m'ont vraiment étonné, comme que la création monétaire sans dette, ça n'a pas de valeur, alors qu'on voit aujourd'hui avec les crypto-monnaies, par exemple, que c'est pas indexé sur de la dette, et pourtant ça a quand même de la valeur. Et après, il y a tout un économiste qui a écrit la théorie relative de la monnaie, qui a créé une monnaie qui s'appelle la monnaie libre, qui est actuellement utilisée aujourd'hui par plus de 3000 personnes, qui fonctionne sans dette, qui fonctionne avec un dividende universel. Pour revenir sur le débat, je pense que la dette publique et l'annulation de la dette publique est un faux débat en fait. Aujourd'hui, si on arrive à annuler la dette publique, il n'y a plus d'argent en circulation. Vu que la création monétaire est basée sur la dette. Si on annule, si on rembourse la dette publique, il n'y a plus d'argent en circulation. Donc en fait, la dette est plutôt une bonne chose. Le problème, c'est comment est redistribué cet argent-là et qui organise l'austérité en fait aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y a des enjeux économiques qui ont le pouvoir de création monétaire qui par ces intermédiaires-là, organisent l'austérité. C'est les agents économiques qui sont responsables de ça. Et pour moi, une création monétaire telle que l'hélicoptère monnaie ou quantitative easing for people est pour moi vraiment très démocratique, parce que c'est en donnant un petit peu à tout le monde que justement on redonne un petit peu de pouvoir à tout le monde, qui est le pouvoir de création monétaire, quoi. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions, on va peut-être prendre un temps pour y répondre après, mais là, comme il nous reste très peu de temps, on va se contenter déjà de celle-ci, mais vous pourrez tout à fait discuter ensuite un petit peu avec les intervenants, même après la fin du débat en tant que tel. Manon, tu voulais réagir du coup sur la première question, qui est en gros, quelle ampleur de la contrainte financière pour un politique? C'est une question hyper importante. Quand on voit que les taux de participation aux élections maintenant dépassent plus les 50% et qu'il y a moins d'un électeur sur deux qui va voter, alors il y a plusieurs choses dans l'abstention. Il y a aussi
la notion de déconnexion avec la réalité des gens, le manque de confiance qu'on peut avoir dans certains élus. Bon, quand certains oublient de déclarer 300 000 euros, on peut comprendre facilement pourquoi on ne les croit plus. Moi, perso, je suis élu, je n'ai pas 300 000 euros de cachet. Mais donc, il y a plusieurs arguments, mais un des arguments dans l'abstention, il y a en effet ce côté, de toute façon, ça ne sert à rien, vous êtes dépendant d'un système économique que vous ne pouvez pas changer. Et moi, je me bats du matin au soir pour battre en brèche cette idée. Oui, le politique peut encore quelque chose. Et je comprends qu'on puisse être déçu. On est certainement nombreux ici dans cette salle à avoir voté François Hollande au second tour en 2012 et on a vraiment cru qu'il allait combattre le milieu financier, notamment sur la question européenne. On a plus, enfin, si on le croyait, qu'il allait mener ce rapport de force qui était nécessaire au niveau européen. Mais il y a des choses, plein de choses qui sont possibles. Je vais juste prendre un seul exemple. Sur la question fiscale dont j'ai beaucoup parlé. Oui, ce serait plus efficace d'avoir un taux minimum mondial. Oui, ce serait plus efficace de se mettre d'accord à 190 États dans le monde, voire aux 27 États membres de l'Union européenne. Mais je vais vous dire, on n'a pas besoin d'entendre les 27 ou les 190 pour mettre en place ce taux minimum. Il y a un concept qui a été développé par l'économiste Gabriel Zucman, avec qui j'ai pas mal bossé sur la question, qui est le déficit fiscal. Le principe est assez simple, c'est de calculer le taux d'imposition d'une entreprise à l'échelon international. Mais je sais pas, Apple, probablement son taux doit être proche de 5%. Et on dit, bah, nous, on va récolter la différence en France en fonction de l'activité économique qu'ils ont en France. Et donc, ça, on peut le savoir grâce à des indicateurs, le nombre de ventes, le nombre d'employés. C'est aussi pour ça qu'on se bat au passage sur la transparence fiscale, pour avoir ces données-là, pour qu'elles soient publiques, parce que nous, citoyens, nous, parlementaires, etc., ou journalistes, ces informations ne sont pas publiques. Et donc, en collectant ce déficit fiscal, en fait, on crée une forme d'impôt universel sur les entreprises. Et donc, les Apple, les Amazon et toutes ces entreprises-là, vous utilisez les paradis fiscaux, très bien. On récupère la différence de manière unilatérale dans notre pays. Et oui, on le peut, il suffit juste de courage politique. Jamais Amazon, jamais Google ne vont se priver du marché économique que représente la France. C'est la deuxième économie européenne, ils en ont besoin. Et oui, on collectera cet argent, et si on va jusqu'au bout de la démarche, alors on se donne même les capacités d'inverser la tendance et de créer une dynamique qui fera que sûrement ça donnera des idées à d'autres, et d'autres États, l'Italie, l'Espagne, probablement se diraient, mais si la France peut le faire, nous aussi on peut le faire. Et donc on peut retourner la dynamique. Plutôt que d'attendre sur la question de la transparence fiscale, on s'est battu en France, on a perdu plein de fois. Chaque fois on nous disait qu'il faut le faire au niveau européen. Maintenant on vient de le faire au niveau européen, mais parce que la France a copié la position du MEDEF, on a une transparence littéralement à trous qui concerne que 20% des États dans le monde. Et puis on va nous dire qu'il faut attendre l'OCDE, il faut attendre l'ensemble des États dans le monde, et puis quoi la Lune et la planète Mars. En réalité, sur ce sujet, la transparence fiscale, comme sur la taxation unilatérale des entreprises, on peut le faire tout seul. Et tous ceux qui vous le disent qu'on ne peut pas, c'est ceux qui n'ont pas le courage politique de le faire. Encore faut-il que ces sujets soient audibles dans le débat politique, plutôt que cibler du doigt une communauté religieuse ou savoir si on a le droit de porter le burkini ou non. Et encore faut-il aussi avoir des hommes et femmes politiques qui vont jusqu'au bout de cette démarche et qui assument unilatéralement d'aller plus loin quand c'est nécessaire. Et au vu de l'urgence sociale sur la question fiscale, en tout cas c'est ma position, je pense que c'est nécessaire de le faire de manière unilatérale. Merci beaucoup. Peut-être David sur les questions de création monétaire, monnaie libre, création monétaire sans dette, etc. Alors je vous demanderai d'être assez concis chacun pour la dernière intervention, parce qu'on arrive au terme déjà. Merci. Alors moi, je vais aussi répondre à la première question, mais sur la monnaie libre, je vais être très court. Alors, on ne va pas faire un cours de théorie monétaire ici, mais il faut être d'accord sur une chose. Toute dette est une créance, toute créance est une dette. C'est les deux faces de la même médaille, de la même façon qu'un achat est forcément une vente. Ça dépend de quel point de vue on se place. À partir du moment où la monnaie a, et je parle bien de monnaie, je ne parle pas d'actifs comme les crypto-monnaies, à partir du moment où la monnaie a un pouvoir d'achat, c'est une créance. C'est-à-dire qu'on nous doit des choses. Donc, elle repose sur une dette. Voilà. Alors maintenant, je voudrais revenir sur la question comment le politique reprend le contrôle de la finance. Et j'ai déjà dit tout à l'heure, et Manon Aubry a dit quelque chose de très intéressant, mais sur lequel je suis assez sceptique. Parce qu'aujourd'hui, on a cette règle de libre circulation de capital et de faire taxe, c'est-à-dire taxation juste, qui implique que quelque chose ne soit pas taxé dans deux pays différents au sein de l'Union européenne. Ça veut dire que si on met en place
ce que dit Gabriel Zucman, au sein de l'Union européenne, ça sera sans doute considéré comme une atteinte à la libre circulation du capital. Et donc, la vraie question, c'est pas qu'on manque de monnaie, je le redis, la vraie question, c'est qu'on manque de contrôle. Et des contrôles démocratiques. Et l'idée d'obliger les gouvernements à faire des investissements en dehors, en court-circuitant la démocratie, moi, ne me convient pas d'un point de vue sur les principes. Mais si on dit qu'il faut remettre de contrôle, c'est-à-dire redonner aux politiques le pouvoir de contrôler les flux de capitaux, eh bien, il va falloir qu'on contrôle le flux de capital. Et moi, je demande aux deux parlementaires européens qu'on a ici, si elles seraient d'accord, si elles prennent l'engagement d'écrire une tribune pour remettre en cause le principe de libre circulation du capital au sein de l'Union européenne. Oui, mais c'est contre le marché unique, ça. Au sein de l'Union européenne et vis-à-vis des pays tiers. Parce que le vrai problème des traités, il est là. C'est-à-dire la libre circulation du capital. C'est-à-dire l'idée de créer un grand marché du capital au sein du marché unique empêche le contrôle du politique. Et moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas suffisamment de débat sur cette question-là, en particulier à gauche. Et moi, je suis prêt, encore une fois, à écrire une tribune parce qu'il faut que ça vienne du politique pour dire on veut remettre des frontières au sein de l'espace européen pour faire en sorte que la fiscalité nationale ne soit pas ponctionnée par des États autres voisins qui vont faire du dumping et de la concurrence fiscale et qui empêcheront la taxation de tout ce qui est mobile. Moi, je voulais juste, je pense, continuer dans la ligne que David vient de parler. C'est un mot qu'on a assez peu utilisé parce qu'on a parlé très vite des taux bas, mais d'une certaine façon, les taux négatifs, en gros, aujourd'hui, quand on prête 100 €, en fait, on donne 100 € à l'État et dans un an, l'État doit rembourser 99. Donc, d'une certaine façon, je vais le dire de façon très provocante, en fait, les plus grandes fortunes acceptent de payer une forme d'impôt qui sont les taux négatifs, qui sont une forme d'impôt sur leurs investissements, par exemple en termes de dette publique. Mais cet impôt est un peu différent. Il dépend qu'eux, ils l'acceptent et ils peuvent se donner le droit de veto de changer cet impôt-là parce que, par exemple, un gouvernement ne leur plaît pas trop, comme en Grèce, par exemple, pendant la crise grecque. Donc, je pense que vraiment la question, on va dire, politique centrale, c'est est-ce qu'on continue à vivre dans ce monde où les plus grandes fortunes ont un droit de veto, un droit de se fixer eux-mêmes les impôts qu'ils acceptent de payer, ou si on essaye de changer tout ça. Par contre, moi, ce n'est pas tant que je pense que le politique ne peut pas, mais il faut admettre que ça sera dur. Voilà. Je suis entièrement d'accord sur le fait de dire que ce sera dur, mais ce n'est pas impossible. Je rebondis sur la question des monnaies locales. Les monnaies locales, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on manque d'évaluation fine. Alors, il y a énormément de projets, il y en a qui fonctionnent pas. Et moi, je trouve que ce n'est pas le plus important. Le plus important dans les monnaies locales, que le projet il fonctionne ou il ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il a un impact social, économique ou écologique ou pas, c'est qu'il permet aux citoyens de se réapproprier la question monétaire. Et je trouve que ça n'a pas de prix, parce qu'on le voit, c'est une question éminemment politique, c'est une question éminemment démocratique. Et je trouve ça extrêmement important, pour le coup, que les citoyens se le réapproprient, notamment en faisant des monnaies locales, parce qu'à partir du moment où on fait une monnaie locale, ça veut dire qu'il faut comprendre comment le système monétaire fonctionne, parce qu'est-ce qu'on la back ou pas sur l'euro, etc., etc. Donc voilà, rien que pour ça, c'est absolument fantastique, et la démocratie n'a pas de prix, et donc les monnaies locales n'ont pas de prix. Ensuite, juste sur la question, je ne vais pas rentrer dans le débat de Patrick Vivray sur la question de la proposition de Bruno Terret, parce que ça prendrait beaucoup de temps sur la même question monnaie fiscale et temps. Juste pour dire sur la question du politique, oui, le politique a du pouvoir. Oui, ça va être très très dur, notamment sur la question du contrôle de la finance, parce que moins on régule, plus on a un pouvoir financier excessivement fort. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des États, et c'est surtout ça le problème, bien plus à mon avis que la question du mouvement de capitaux. Et là-dessus, ça a été ma bataille depuis que je fais de l'économie. Donc, j'ai aucun souci sur le fait de dire qu'il faut revenir à un contrôle des capitaux et qu'il ne faut pas une parfaite mobilité des capitaux au niveau mondial, même pas qu'au niveau européen. Mais le problème, c'est surtout qu'on a des États qui sont main dans la main avec leurs banques, et particulièrement en France. Mais c'est vrai partout.
La France défend les banques françaises, l'Allemagne défend les banques allemandes, l'Italie défend les banques italiennes, l'Espagne défend les banques espagnoles. Et ce qui fait qu'à chaque fois sur les questions financières, eh ben, on régresse parce qu'on va avoir des politiques de titrisation, etc., qui sont en train de revenir et qui ont été votées pendant la crise. Voilà, donc c'est ça, en fait. Et là, on a besoin d'Europe. Là, on a besoin, je suis désolée, mais que l'Europe casse ce lien morbide et mortifère entre les grandes banques et les États. Eh bien, merci beaucoup. On arrive au terme de ce débat. Donc, merci à vous tous de l'avoir suivi et merci à vous quatre.